Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette soirée enquête de science dans le cadre du festival qui est organisé à l'Université de Caen-Normandie. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir accueillir ce soir donc Ferry Peak, donc Victor et Gauthier qui sont Bonjour. donc des représentants de la team Vitality. Et puis, donc, on va se faire une petite présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des messages à utiliser, il y a une petite boîte, une petite box en haut à gauche, je crois, de votre écran qui vous permet de mettre des messages. Nous, on pourra les voir et donc les relayer. Donc, je suis Jérôme Legré-Pagès, je suis vice-président de l'université. Je suis enseignant et donc également en charge. Alors j'ai mis un t-shirt qui était un peu le même quand j'ai plusieurs t-shirts parce que ça donne un peu l'impression que j'en ai qu'un seul. J'aurais pensé, j'aurais mis un autre. Mais voilà, je suis également chef du projet eSports Centers and Social Inclusion, un projet européen qui a pour but de faire la promotion de l'e-sport dans une perspective éthique et inclusive. Et donc, pour faire la modération ce soir, je suis vraiment content de réaccueillir à l'Université de Caen Nicolas. Donc, bonsoir. Nicolas, te présenter. Oui, déjà merci beaucoup de m'inviter à participer à cet échange. Donc je suis Nicolas Beson, je suis enseignant-chercheur en STAPS à l'Université de Paris et parallèlement à ça, je suis également le vice-président d'une association qui s'appelle France e-sport qui réunit une grande partie des acteurs du secteur et de la filière e-sportive en France. Voilà. Très bien. Alors donc comme je disais, là on a eu un documentaire vraiment intéressant et vraiment très instructif. Et donc, j'espère que vous aurez des questions à nous poser dessus, enfin à poser en fait à des acteurs, alors pas de la F1, mais à des acteurs plutôt et uniquement de l'e-sport. Un peu, hein. Donc, eh bien, en fait, je vais vous laisser vous présenter, donc Gauthier et Victor, donc qui êtes respectivement manager et joueur, donc sur Rocket League. Donc peut-être Gauthier, tu commences pour la hiérarchie. Alors du coup, je m'appelle Gauthier, Klaus. Je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai fait du canoë biplace de slalom pendant très longtemps, pendant plus de 25 ans. J'ai notamment fait 2 fois les Jeux Olympiques avec une médaille et un titre de champion du monde. Et très récemment, je me suis reconverti du coup, puisque j'ai arrêté ma carrière dans le e-sport. Et du coup, j'encadre chez Vitality depuis 6 mois. Donc c'est très récent quand même. L'équipe Rocket League, dont Ferry Peak fait partie, mais aussi l'équipe Fortnite. Voilà, donc je suis à Paris, plutôt au Stade de France et en remote de temps en temps. Voilà. Grosso modo, je crois que j'ai rien oublié. Pour me présenter moi, bon, ouais, je peux flex directement. Non, voilà, pour me présenter, je m'appelle Victor Oquet, du coup, j'ai 22 ans et je suis joueur e-sport depuis 2017 en vrai. Enfin, j'ai commencé le jeu dès qu'il est sorti, du coup Rocket League en 2015, c'était en juillet ou juin 2015, un truc comme ça. Mais j'ai vraiment commencé à être pro, on va dire milieu 2017, avec la première organisation qui était Mokit Sport pour les OG, ceux qui s'en rappellent. S'il y en a qui s'en rappellent, c'est beau. Et du coup, j'ai rejoint Vitality un an après, en 2018. Officiellement, c'était en février 2018, je crois. Et depuis, du coup, je suis avec Vitality. Et voilà, j'ai eu un titre de champion du monde en juin 2019, un titre de deuxième au championnat du monde je sais plus, quelque part en 2017, et un titre de deuxième encore au championnat du monde fin 2019. Donc un petit palmarès sympathique, mais j'aimerais bien en avoir un autre parce que c'est un peu relou de terminer deuxième, quoi. Ouais, c'est sûr, j'imagine. Voilà. Déjà, à vous deux, entre Gauthier et toi, ça fait un sacré palmarès ce soir avec nous, donc c'est vraiment une chance de vous avoir. Vrai. Mais Gauthier nous cache des trucs. Parfois, il nous lâche des petites infos comme quoi il fait des Ninja Warriors ou je sais pas quoi, là, entre deux trucs. On n'est pas à l'abri qu'il nous sorte un truc de temps en temps comme ça. C'est vrai que j'ai aussi fait Ninja Warrior. C'est pas vrai. Ah, mais dis donc, comme on en apprend tous les jours, ça c'est bien ça. T'es caché, ça. T'es caché. On trouvera ça sur YouTube, pas de problème. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. C'est vraiment très cool. Surtout que là, pour le coup, sur la thématique de la performance, je pense que on est hyper bien tombé avec vous deux, vu les deux palmarès hyper impressionnants que vous avez.
Et je te remercie Victor d'avoir présenté un petit peu justement, on va dire ton parcours. Et justement, la toute première question moi que j'ai là qui me vient à l'esprit, et encore une fois, hein, comme le disait Jérôme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Mais la toute première moi qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on passe d'une activité, j'ai envie de dire de loisir intensif, comme tu avais pu avoir, c'est-à-dire t'investir sur le jeu, à une activité de haute performance. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé? Je m'explique et après je te laisse la parole. C'est dans le sport, le parcours pour aller du loisir jusqu'au haut niveau est assez clair. On commence dans un petit club de quartier, ensuite on se fait repérer, on fait des compétitions, on performe, on va dans des pôles régionaux, puis dans des pôles nationaux, on arrive à l'INSEP ou en tout cas dans des structures nationales. Et puis c'est comme ça qu'on grimpe les échelons. Dans l'e-sport, on n'a pas toute cette structuration qui est aussi développée. Comment ça s'est passé pour toi de passer, si je puis le dire ainsi, de la chambre à la scène? Parce que c'est presque un peu ça qui se passe pour connaître ça. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Comment tu te fais détecter? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Ouais. Bah, c'est vrai que la plus grande différence entre le sport de base déjà et l'e-sport, c'est que l'e-sport, c'était plus, en fait, t'es tout seul en général ou avec des potes, quoi. Alors que on va dire le sport physique et tout, c'est vraiment plus, en général, si tu veux être pro ou quoi, bah voilà, t'es plus encadré directement par des personnes qui t'aident, des coachs ou quoi que ce soit directement. L'e-sport, c'est vraiment de base, tu commences dans ta chambre. Après, le sport, bah, c'est pareil, de base, tu commences pour le fun avec tes potes, des trucs comme ça en général. Mais c'est vrai que l'e-sport, jusqu'à devenir pro, en général, c'est très rare que quelqu'un soit coaché, quoi. C'est vraiment, t'es tout seul dans ta chambre ou voilà, comme je dis, tu joues avec des amis en ligne. Et, en général, tu joues pas qu'à un jeu, tu joues à plusieurs jeux. Mais de temps en temps, surtout en général, là où tu as le plus de chances de devenir pro, c'est quand un jeu sort. Parce que si un jeu est sorti depuis longtemps, bah, tu as des mecs qui ont déjà vraiment tryhard le jeu depuis très longtemps et c'est compliqué d'arriver au même niveau. Quand le jeu sort, en général, tout le monde est à peu près à la même base, quoi. Surtout Rocket League, qui est un jeu assez unique. C'est ça qui était pas mal. Il y avait un ancien jeu, mais presque personne n'y jouait. Du coup, tu en avais quelques-uns qui avaient un petit avantage, mais c'était... voilà. Et ouais, non, en général, on y joue. Et pour le fun, en général, moi, c'est toujours ce que je conseille. De toute façon, c'est de jouer pour le fun. Si on a le niveau pour, bah, on peut toujours essayer. Mais ce que je conseille toujours, c'est de jouer pour le fun au début. Et une fois qu'on se rend compte qu'on a un bon niveau, on peut se dire, OK, là, vas-y, j'ai atteint un certain niveau. Je vois que je joue avec les meilleurs quand je joue en classé ou quoi. Là, je peux me dire, OK, vas-y, je peux essayer de devenir pro, quoi. Et moi, perso, j'étais chez moi, je jouais, voilà, comme ça. Je voyais que je montais dans les classements et tout. Tu vois, on joue tout seul ou avec des amis, etc. Et au fur et à mesure, je sentais que je commençais à jouer avec des mecs qui étaient très forts, qui étaient reconnus comme les meilleurs. Je voyais que je pouvais leur tenir tête en ranked. Et en bonjour, il y avait K-Dop, du coup, qui est actuellement mon équipier, mais j'avais déjà teamé avec lui il y a 3 ans et demi, 4 ans, qui m'a envoyé un message parce qu'on faisait des tournois réguliers. Et ça, c'est très important aussi, c'est faire les petits tournois. On commence avec des petits tournois. Ensuite, par exemple, des petits tournois gratuits, après des tournois de 3 €, après 10 €, 50 €, des trucs comme ça. Et en montant d'échelons comme ça, en jouant en équipe ou même solo, il y a les gros joueurs, ils vont vous repérer, ils vont dire, ah, lui, il commence à être chaud. Je le voyais il y a pas longtemps, il était pas ouf, mais maintenant, il commence vraiment à devenir assez bon. Et du coup, en général, c'est déjà les gros joueurs qui vont plus repérer les joueurs un peu moins connus et qui vont essayer de les mettre dans leur équipe. Et après, ça fait un peu effet boule de neige. Et si, par exemple, un gros joueur team avec un joueur un peu moins connu, et les gens vont voir le joueur moins connu, ils vont dire putain, le mec il est super chaud alors que je le connais pas. Et du coup, ça va créer un peu on va dire un peu une hype autour de la personne. Et après, c'est comme ça en général que les joueurs moins connus deviennent un peu plus connus et deviennent bons aussi au jeu parce qu'ils sont encadrés par des mecs qui sont là depuis un peu plus longtemps ou qui connaissent mieux le système et tout. Et voilà, c'est en faisant des tournois comme ça que K-Dop m'avait repéré. Il m'a dit, ouais, mot pour mot, il m'avait dit, j'en ai marre que tu me prennes mon argent dans les tournois en me battant. Viens avec moi. C'était ce qu'il m'avait dit. C'était ce qu'il m'avait dit. Je me dis, ok, mec, vas-y, pas de souci. On peut essayer. On a fait quelques tournois ensemble. Ça a bien marché. Et du coup, après, on a essayé de chercher un troisième. On avait trouvé Mystique à l'époque, qui était un très bon joueur et un joueur très reconnu, qui a bien voulu teamer avec nous. C'était cool parce que K-Dop était un peu connu, mais moi, j'étais vraiment pas connu. Et au final, on a fait deuxième au championnat du monde. Et après, en général, c'est avec une grosse perf qu'on commence vraiment à bien un peu peser dans la scène. Mais sinon, voilà, pour passer de chambre à pro, en général, ça se fait pas d'un coup. Moi, ça fait depuis super longtemps que je joue aux jeux vidéo. Vraiment, c'est toujours été ma passion et ça l'est toujours. Dès que j'avais un peu de temps libre ou quoi, je jouais tout seul ou avec des amis. Enfin, voilà, c'était un truc que j'ai depuis très longtemps. Et au fur et à mesure, on acquiert un peu des automatismes sur certains jeux. Et là, par exemple, le jeu, je l'ai commencé. J'étais très nul au début, mais je suis vite monté parce que j'ai une bonne connaissance des jeux vidéo. Et
Et après, voilà, ça s'est fait tout seul. Mais vraiment, le truc plus important, je trouve, c'est de prendre du plaisir à jouer. Si on commence un jeu à 0 et qu'on se dit je vais être pro, pour moi, c'est mort dès le début, quoi. Super. Okay. Merci beaucoup, Victor. C'est très éclairant. Alors, j'ai une question pour Gauthier. Une question, c'est un peu comment es-tu arrivé ici? Donc, comment un ancien médaillé olympique devient manager chez Team Vitality? C'est pareil, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de parcours préécrit pour devenir manager. Moi, j'ai eu une fin de carrière un peu précipitée, un peu bousculée, parce que tout simplement ma catégorie a été retirée du programme olympique. Donc ça s'est fait de façon un peu soudaine. Donc pendant un temps, j'ai cherché un peu quoi faire, etc. J'étais soutenu moi par la SNCF parce que j'étais un athlète de la SNCF, donc j'avais une reconversion toute faite si je voulais à la SNCF. Mais ce qui me manquait, c'était ce petit côté adrénaline, émotion, faire partie de quelque chose et aller chercher des victoires. Donc j'ai déjà tout simplement eu toujours une console avec moi. Donc j'ai toujours un petit peu joué aux jeux vidéo. Enfin, je pense que les athlètes dans le sport classique sont très friands aussi des jeux vidéo. C'est des grands passe-temps. Et du coup, via la team EDF, en fait, j'ai rencontré Néo. Donc Néo, qui est Fabien Devitte, qui est le fondateur de la team Vitality, via un autre athlète. On était tout simplement à une soirée ensemble, un anniversaire. Et du coup, je l'avais branché un petit peu en lui disant, écoute, voilà, ma carrière dans le sport va bientôt se terminer. Si un jour tu recherches à t'encadrer de personnes comme moi, des sportifs qui peuvent partager leur expérience et se servir de ce qu'on a appris nous dans le sport pour le transférer dans le e-sport, je suis partant. D'ailleurs, j'avais aussi rencontré Nico dans cette période un peu de creux d'après-carrière, parce que vraiment, je cherchais à m'insérer dans ce milieu. J'ai vu qu'il y avait énormément de potentiel, qu'il était en croissance phénoménale et que surtout, j'avais des compétences que je pouvais transmettre assez facilement, parce que finalement, pour moi, le sport et le e-sport, c'est un peu le même combat. On va chercher la même chose. C'est du speedrun un peu le slalom. Ouais, non mais c'est ça, non mais je veux dire, mes joueurs sont des athlètes, tu vois, en quelque sorte, et ils s'entraînent tous les jours pour être les meilleurs, et c'est ce qu'on fait dans le sport. Et c'est pas très structuré encore, je trouve, dans le e-sport comparé au sport. C'est vraiment l'opposé. Et donc j'avais envie de mettre un pied là-dedans, de découvrir. Et puis Vitality m'a fait confiance. Et puis tu vois, c'est quand même encore assez récent. Hein, ça fait 6 mois, donc je peux pas encore dire que je pèse et j'ai du bagou dans le milieu. Mais en tout cas, c'est un milieu qui m'intéressait et dont j'avais envie de faire partie. Et voilà, c'est comme ça que tout simplement j'ai commencé. Alors j'avais quand même le profil en quelque sorte adéquate parce que j'ai une expérience dans le sport de ouf. J'ai aussi fait une école de commerce, donc le côté un peu administratif ou logistique que tu peux avoir à côté de ça vient compléter un peu le profil. Peut-être Gauthier, juste, je me permets parce que pour les spectateurs qui ne verraient pas la différence entre coach, préparateur, manager, peut-être juste préciser en deux mots, parce qu'on voit bien le joueur, mais le manager on l'a vu un petit peu dans le reportage là, qui est en arrière quand le jeu est lancé, mais peut-être juste préciser en 2-3 mots ce que c'est le manager. Alors mon rôle à moi, je le synthétise en trois parties. Déjà, je suis nul au jeu. Enfin, il n'y a pas besoin d'être. Merci Ferry. Il n'y a pas besoin d'être. T'es là pour me soutenir, j'avais remarqué. Il n'y a pas besoin d'être bon forcément au jeu. En tout cas, avoir la volonté de comprendre l'univers dans lequel évoluent tes joueurs, c'est une priorité. Donc mon rôle principalement, c'est de faire le lien avec la structure Vita entre les joueurs qui sont parfois chez eux, et sur le Rocket League c'est le cas, et la structure. Donc tout ce qui est marketing, comme compta, etc. Je fais le lien avec la structure. Donc c'est pour ça que d'avoir quelques connaissances et d'avoir fait une école de commerce, ça aide un petit peu. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est la logistique. Donc tout simplement quand tu pars sur un bootcamp, quand tu pars en LAN, ça m'est encore pas arrivé parce que je suis arrivé dans la mauvaise période avec le Covid. Mais donc partir en LAN, organiser des voyages, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé dans le sport, donc c'est pas un problème pour moi non plus. Et puis la troisième partie qui m'inspire le plus, forcément, c'est la recherche de la perf. Donc aller gagner des médailles, aller remporter des tournois. Et c'est là que j'essaie de leur apporter des choses en plus, des protocoles, des routines, rechercher avec quels intervenants on peut travailler pour progresser et aller plus vite que les autres équipes.
qu'est-ce qu'on peut faire de plus, etc. Et voilà, c'est ça qui est passionnant. Et c'est toi qui fixe un peu le calendrier du coup, ou c'est quelque chose qui se discute avec les joueurs sur Alors moi je suis plutôt ultra open avec eux. Je leur propose pas mal. En fait, je veux rien imposer. J'essaie de les bouger beaucoup. Ouais. Mais on essaie de faire notre recette tous ensemble. En fait, c'est plutôt du participatif parce que je crois que j'ai aussi beaucoup à apprendre du milieu. Ça sert à rien d'arriver avec un bagage de ouf dans le sport et d'essayer de faire exactement la même chose. Ça marchera pas. Il faut que je me plonge aussi un petit peu dans leur univers et qu'on fasse à nous notre recette de la victoire. Donc on est tous les 5. Donc j'ai un coach avec moi qui est Moot, et puis 3 joueurs donc sur le jeu, K-Dop et Alpha 54 en plus de Ferrypick. Et puis tous les 5 on réfléchit à comment améliorer nos scrims, donc nos entraînements, comment faire des bootcamps. Et puis le calendrier, on le fixe un peu ensemble, et ça dépend beaucoup des éditeurs qui sont comparé au sport, un peu plus en retard dans la programmation des compètes et des tournois. Forcément, ouais. C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes modèles de structuration et de gouvernance, là où c'est très pyramidal dans le sport, dans l'e-sport, ouais. Effectivement, on est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus éparpillé. Victor, je rebondis. En fait, j'ai 2 questions. Il y a des questions de la part des spectateurs et des spectatrices qui reviennent pas mal sur le temps de jeu. Ça intrigue beaucoup les gens sur déjà, en gros, combien de temps il faut jouer pour arriver à ton niveau, et de manière générale, combien de temps tu t'entraînes aujourd'hui, quelle part est importante, enfin quelle place ou quelle part de ton emploi du temps prend le temps de pratique vraiment du jeu, quoi. Et puis j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur cette question, c'est aujourd'hui, typiquement pour toi, c'est quoi la performance dans l'e-sport? C'est-à-dire que au-delà de jouer, quels sont qu'est-ce que tu considères faire partie de la performance dans l'e-sport? Alors je vais déjà répondre à la première question qui est combien de temps de jeu il faut et tout. On va dire, après ça c'est un truc que beaucoup de personnes demandent aussi en général. Par exemple, quand je vais ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui me disent t'as combien de temps de jeu? Tu penses que je suis tel rank avec ce temps de jeu? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis pas bon? Ça dépend de beaucoup de personnes. Je connais des potes qui vont pas être très bons directement, mais qui vont apprendre bien sur la longueur. Il y en a qui vont apprendre super vite, qui vont arriver sur le jeu, ils vont déjà avoir un bon niveau, mais au final, ils vont pas très bien, ils vont pas monter super vite, ils vont pas, apprendre très vite. Enfin, tout le monde a des courbes différentes d'appréhension, on va dire. Donc, voilà, déjà juste avant que je dise quoi que ce soit, si vous avez beaucoup d'heures de jeu et vous êtes pas très bon, ça se trouve vous apprenez juste lentement, mais vous apprenez bien. Il y a plein de différences. Après, je dirais pour arriver à peu près à un niveau pro sur Rocket League, il faut au moins 4000, 5000 heures de jeu sur le jeu, je pense. Ça équivaut, on va dire, à peu près à 2 ans et demi, je dirais de 2 ans et demi de jeu. Quand même, on va dire où on joue assez régulièrement. Sinon, par exemple, par jour, moi, je m'entraîne 3-4 heures au minimum, en général. On a 1 heure d'entraînement. En vrai, ça paraît pas beaucoup, parce que Rocket League, c'est un des jeux où on a, je dirais pas du tout moins besoin de s'entraîner, mais on build une synergie en jouant contre des autres équipes. Et 1 heure de jeu sur Rocket League, c'est très épuisant parce que, comme vous pouvez le voir, le gameplay est très exhaustif. Et se concentrer 1 heure déjà bien sur un match contre une autre équipe, c'est assez exhaustif. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne avant. Moi, par exemple, je me lève plutôt vers milieu de journée par là, parce que nos tournois se font assez tard le soir. Parfois, ça peut durer jusqu'à 1h du matin. Donc, faut être quand même assez en forme. Si on se couche à 23h et que on se lève à 7h30 et que la fin de nos tournois il est à 1h du matin, bon, à 1h du matin, je donne pas cher de notre peau contre les autres équipes, quoi. Mais voilà, après, je m'entraîne au moins 1 heure, 1 heure et demie avant l'entraînement. Entraînement, ça dure 1 heure. Après, je fais 2-3 autres trucs, et le soir, en général, je joue au moins 1 heure et demie, 2 heures, comme ça, en classé. Et ça, c'est à peu près ma routine tous les jours. Après, voilà, dans mon temps libre, je fais un peu n'importe quoi. Soit, par exemple, je vais sortir mon chien, soit je joue avec des amis à d'autres jeux, soit je fais, voilà, plein de trucs. Ça déconstruit vachement le mythe du joueur qui passe 8 heures ou 10 heures par jour. Oui, non, ça, voilà, c'est en général, quand on est plus jeune, évidemment, on se lève le matin, notre seule envie, c'est d'allumer la PS4 ou le PC ou quoi que ce soit et de jouer toute la journée. Et moi, c'était ce que je faisais en vrai avant, mais une fois qu'on est pro, il n'y a aucun pro qui reste devant son PC toute la journée, sinon on devient fou, hein, vraiment.
C'est comme on est ultra focus sur ce qu'on fait, qu'on a des entraînements, qu'on a des tournois, etc. Si on passe toute la journée sur notre PC, c'est fichu, quoi. Vraiment, on est obligé de faire des trucs à côté, limite, parce que sinon, ouais, c'est très chaud. Mais non, en vrai, ouais, niveau temps de jeu, ouais, c'est quand même assez compliqué d'allier les deux, quoi. Faut vraiment être full de... T'as combien de temps de jeu, toi? T'as ton compteur sous les yeux ou... Je dirais j'ai 10-11 000 heures de jeu, en tout. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense avec 5-6 000, on peut devenir pro si on apprend bien le truc. Après, voilà, il faudra de l'expérience, donc ça s'acquérera au fil des heures de jeu plus tard. Mais ouais. Non, mais non, de toute façon, j'ai fini. Moi, je pourrais jouer 10 000 heures que j'atteindrai jamais ton niveau, hein, qu'on se le dise clairement. Hein. Je veux dire, après, ça dépend. Après, ça dépend. On se dit ça pour ça. Je sais qu'il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux, on voit les gens jouer, on se dit, vas-y, mais même à 3 000 heures de jeu, je n'y arriverai pas. En vrai, ça dépend de comment on apprend. Moi, comme je dis, j'ai énormément joué à plein de jeux. Ah, bon, ouais. Non, mais je préfère tout de suite, il n'y a pas de mystère, ça n'arrivera pas. Juste pour ma deuxième question sur, aujourd'hui, justement, tu dis, tu joues pas, enfin, le temps de jeu à pratiquer est pas si important que ça déconstruit un petit peu cette idée-là, mais justement, qu'est-ce que c'est pour toi qui est performant à Rocket League? Qu'est-ce que ça nécessite, justement? Et là, je fais exprès de te poser la question à toi parce que je suis sûr que Gauthier, vous en parlez beaucoup et j'aimerais bien voir ce qu'il t'a appris et tout ça. Donc, ça nécessite quoi d'être performant à Rocket League aujourd'hui? Performant à Rocket League, déjà. Ou dans l'e-sport, hein, pas forcément que spécifique sur Rocket League, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que t'englobes dans la performance, quoi? Voilà. Bah, déjà, avoir une bonne entente de l'équipe, moi, je trouve que c'est super important. Avoir des coéquipiers, si c'est un jeu en team, évidemment, si on est en solo, ça, on s'en fiche un peu, mais si on joue en team, au moins à 2, 3, 4, 5, plus, voilà, bref, c'est d'avoir des coéquipiers avec qui on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a un souci, c'est bien que nos coéquipiers déjà puissent aussi comprendre les problèmes et pas se dire vas-y, lui il a été nul pendant ces 2 games, il me saoule ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, quoi. S'il y a des problèmes en team, en général on en parle tous ensemble, donc ça déjà c'est cool et c'est un gros point pour avoir une bonne performance, je trouve, de pouvoir parler quand on fait des erreurs. Ou par exemple il y a eu un moment pendant 1 mois et demi, 2 mois, on a vraiment fait un peu de la merde, hein, qu'on se le dise, sur les tournois. Et tous les soirs quasiment après les entraînements, on parlait, on disait vas-y, comment est-ce qu'on peut trouver le moyen de faire ça, de mieux performer ici. On se donnait des petits tips, genre par exemple, Gauthier me disait essayer de trouver une routine, par exemple, si t'aimes bien, si tu te lèves à 13h et que tu t'es bien senti cette journée, bah lève-toi à 13h et fais ce que t'as fait pendant cette journée. En vrai, ce qui est assez vrai, hein, c'est voilà, quand on a une bonne journée, je pense pas forcément à dérouler toute ma journée, à me dire ok, j'ai fait ça, mais je sais qu'il y a des trucs, moi j'aime bien chill un peu avant les matchs, écouter de la musique tranquille, parce que si je suis focus toute la journée jusqu'à mon match, quand je vais arriver à mon match, je vais être exténué, donc j'aime bien avoir des petits temps de pause avant. Sinon, en vrai, moi comme je dis, c'est faire ce qu'on aime faire, être sérieux pendant le match. Franchement, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Avoir une routine, c'est important, c'est sûr, mais c'est ce que je dis, mais juste bien comprendre l'enjeu, se rappeler qu'on a des coéquipiers et qu'il faut pas tout prendre sur nous. Si on a un match, voilà, on joue en team, c'est fait pour quelque chose. Bien se comprendre. S'il y a des problèmes, évidemment, éviter de les prendre pour soi et essayer de les expliquer à tout le monde. Et voilà, juste aussi prendre du plaisir, comme je dis, c'est le plus important pour moi, je trouve, dans le sport où que ce soit. C'est vraiment si on prend trop les choses au sérieux, ça va nous faire plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, il y a des petits trucs à faire, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment prendre du plaisir et savourer un peu tous les matchs qu'on fait, quoi. Moi, quand il y a un match, je suis vraiment hype, hein, que ce soit même un match pas ouf, pas très important. Je suis super content de le jouer, en vrai, parce que j'aime bien jouer au niveau. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas perdu trop la passion que j'ai depuis la sortie du jeu, quoi. Pour rester un petit peu là sur la question de l'équipe, de l'entente, qu'est-ce qui se passe quand, lorsqu'un membre du roster, c'est une question qui nous est posée, ne fait plus l'unanimité. Alors c'est peut-être Gauthier qui pourra répondre, ou même Victor, parce que tu as aussi joué avec d'autres joueurs. Voilà, quand il y a plus les performances souhaitées, et comment ça se passe en fait quand justement la performance dans une équipe, on sent que le troisième il nous fait perdre un peu des matchs, ou alors
je veux bien prendre le début si tu veux, mais après je te repasserai Vas-y, le relais vas-y. parce que moi ça fait que 5 mois que je suis chez Vita et pour l'instant le roster il n'a pas changé Ouais. et il a du potentiel encore. Donc après je pense qu'il y a une attente à haut niveau comme ça, à leur niveau à eux, chez les pros, de la structure. Et du coup, c'est la structure qui va commencer à peut-être perdre un peu patience et dire bon, qu'est-ce qu'on fait dans le roster, etc. Et je pense que ça vient de là. Pour les autres plus petites équipes, je pense que c'est tout simplement entre eux qui se gèrent, hein, les mecs. Mais je sais pas, Ferry, comment ça se passe? T'as déjà changé de teammate Bah plusieurs moi fois? j'ai déjà changé de teammate, c'est pour ça que en vrai je suis bien placé pour en parler. Après moi je trouve que comme je dis en fait ça rejoint un peu mon truc d'avant. C'est pour moi le plus important des équipes c'est vraiment la cohésion d'équipe et comment se tient avec nos teammates. Et par exemple avec mes anciennes équipes, j'avais team avec 2 Allemands. Et en général voilà, quand on team avec 2 personnes d'une autre qui sont du même pays alors que toi t'es pas du même pays, qui parlent pas la même langue aussi, c'est compliqué un peu pour bien se jouer, enfin, comment dire, pour avoir une bonne cohésion avec eux. Voilà, on est potes et tout, mais c'est pas pareil que parler avec si je suis avec 2 Français, quoi. Donc, je sais qu'on a kick plusieurs fois, et à chaque fois, la raison des kicks, c'était parce que il y avait un joueur qui s'entendait pas bien du tout avec le reste de l'équipe, et qui pensait soit que c'était de notre faute, soit qu'il était meilleur, alors que c'était pas vraiment le cas. Et en général, à ce niveau-là, on va dire, c'est éprouvant quand même de jouer à haut niveau. Et si on commence à enchaîner des mauvaises performances, il y en a qui n'ont pas assez de mental pour se dire ok, on peut quand même revenir. Et ils vont choisir la solution de facilité qui est vas-y, je vais changer d'équipe ou j'ai plus envie de team avec lui parce que bah il joue moins bien ou je sais pas quoi. Alors que en général, je trouve que c'est assez faux. Alors évidemment, parfois il peut y avoir des cas extrêmes où il y a vraiment un mec qui est carrément moins bon, mais c'est assez rare. C'est la plupart du temps, si un coéquipier est kick d'une équipe ou qu'on s'entend pas très bien avec, enfin, est kick d'une équipe où il y a une discussion sur en mode est-ce qu'on va le kick ou quoi, c'est vraiment plus parce que on s'entend pas bien avec lui ou qu'il est un peu toxique comme on dit, c'est-à-dire qu'il parle un peu mal ou des trucs comme ça, plutôt que parce qu'il est moins bon sur le terrain. Si quelqu'un est un peu moins bon sur le terrain alors qu'il a déjà été bon, c'est surtout en général un problème de manque de confiance ou quoi que ce soit, plus qu'un problème de niveau réel, quoi. Et, euh, et avec Vitality, pour l'instant, par exemple, nous, on a eu des hauts et des bas. Donc pendant très longtemps, on a été bon, on a été premier. Là, on est toujours bon, en vrai, on est deuxième européen, donc évidemment, c'est une très, très bonne performance, on est fiers de ça. Mais il y a des moments où, par exemple, il y a des tournois, on fait des top 12, des top 16, alors que bah, ça nous ressemble pas trop. En général, on fait quand même des gros tops. Et à ces moments-là, on se dit pas, vas-y, on va kick ce mec parce qu'il a moins bien joué à ce tournoi-là ou quoi que ce soit. On se dit plus, vas-y, on va essayer de trouver pourquoi on a mal joué. On peut regarder un peu les replays des matchs, se dire, ok, là, par exemple, on a tendance à faire moins bien ça ici, dans ces occasions-là. Peut-être qu'il faudra plus, je sais pas, faire une bonne rotation en défense ou des trucs. Enfin bref, c'est un peu des exemples comme ça. Mais plutôt que oui, d'aller carrément se dire, vas-y, on va prendre la solution de facilité, on va kick, je sais pas, n'importe qui, et on va tester quelqu'un d'autre, et ça va peut-être marcher pendant 3-4 mois, et après ça a moins bien marché, et au lieu de te dire, ah bah vas-y, peut-être qu'on peut faire ça, on va encore le kick, etc. Ça pour moi, c'est une très mauvaise. C'est ça. C'est ceux qui kickent les coéquipiers ou qui partent des équipes à chaque fois, c'est juste qu'ils n'ont pas le mental pour build quelque chose avec une équipe, build un vrai truc. Par exemple, avec Alpha et Kedop, ça fait quand même plus d'1 an qu'on est ensemble. C'est assez rare les équipes qui durent plus d'1 an, 1 an et demi. Et on essaie vraiment de construire quelque chose où qu'on soit tous maîtres du projet, quoi. Si on gagne quelque chose, on pourra pas se dire bah vas-y on l'a gagné parce qu'on a juste team et qu'on était un peu en phase de tous hype et tout et qu'après on fait un peu de la merde. On a gagné un truc, on a gagné même pas mal de trucs quand on a créé notre équipe. Là on fait des très bons résultats. On a un tout petit peu baissé en performance, mais là, on est en train de remonter. On fait des très bons résultats maintenant. Et là, maintenant, on vise le championnat du monde. Et si on est champion du monde, nous-mêmes, on pourra être fiers de nous parce qu'on aura tenu le coup, on aura eu le mental. Et c'est le plus important. C'est vraiment avoir un bon mental. Pas tilt dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que ça, c'est fini. C'est fini pour vous parce que les autres équipes, elles ont des retours aussi. Hein. Si je sais pas, je dis un truc débile, demain, j'insulte Alpha. En scrim, ça n'arrivera pas évidemment. Mais voilà, si je l'insulte demain, je sais pas quoi, et que je me casse de l'équipe, bah ça va pas juste rester dans l'équipe. Évidemment, ça va, la rumeur, elle va être un peu étendue. Et après, il y a plein d'autres équipes qui vont pas vouloir team avec moi pour ces raisons. Et il y a plein de joueurs qui ont comme ça perdu des carrières alors qu'ils étaient très bons parce que ils se pensaient trop forts ou ils se disaient vas-y, ouais voilà c'est ça. Ils voulaient absolument être premiers. Et deuxième, ça leur allait pas.
Et au final, bah, ils étaient pas super sympas avec leur coéquipier. Ils voulaient se casser dès que ça allait pas trop. Et du coup, bah, personne n'a trop envie de team avec eux parce que, bah, ok, il est fort, mais si ça va pas bien, tu sais que tu vas pas passer un bon moment, quoi. Et si t'es bloqué avec lui pendant 3-4 mois, c'est pas cool. Non, mais c'est hyper intéressant là que tu soulignes cette nécessité de stabilité, là où dans l'e-sport on est hyper habitué au turnover, dans les rosters et ainsi de suite. Là, c'est cette volonté de pérenniser un projet, de le rendre durable sur le long terme et de traverser à la fois les moments qui sont les plus gratifiants comme un titre de champion du monde, mais aussi de les partager ensemble lorsque bah, finalement on finit que sur la deuxième marche du podium et que c'est potentiellement une contre-performance. Je trouve ça hyper intéressant que tu soulignes ce point-là. Je pense qu'on y reviendra après. J'ai une petite question là pour Gauthier, qui vient aussi du chat et ce que j'ai un peu regroupé, mais il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur, tu as évoqué dans les 3 missions que tu t'es donné, la 3e qui te tient à cœur, celle de la recherche de la performance. Je pense qu'il y a des gens qui se questionnent sur ton rôle au quotidien, sur ce que tu mets en place concrètement auprès des joueurs justement pour les éveiller, on va dire, à cette recherche de performance, à cette optimisation constante de la performance. Et moi, je rajouterais à ça, qu'est-ce que ton expérience olympique, internationale, de sportif d'élite, de très très haut niveau, finalement, qu'est-ce que tu arrives à retransposer jusque dans l'e-sport ou qu'est-ce que tu souhaites en fait transmettre à ces joueurs qui finalement recherchent plus ou moins la même chose que ce que tu cherchais toi à l'époque avec Mathieu, quoi. Alors c'est beaucoup de questions, pardon. Ouais, non mais c'est large comme question. La première, j'essaie de les challenger un petit peu sur leur planning d'entraînement, en leur posant la question comment on peut aller plus loin, comment on peut chercher une meilleure façon de s'entraîner, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire que eux auraient pas pensé, est-ce qu'on multiplie un peu les heures d'entraînement, est-ce qu'on essaye de faire plus de la qualité que de la quantité, ou des fois de la quantité que de la qualité. Ils ont des routines d'entraînement bien établies depuis un certain temps, et tout simplement je les challenge en essayant d'aller chercher plus loin. Donc là on a essayé de passer à plus d'heures de scrim. Donc il s'appelle un scrim, c'est 1 heure d'entraînement contre une autre équipe. En fait c'est un match amical tout simplement, et c'est un peu la seule et unique façon de s'entraîner sur Rocket League. À part en solo, en ranked, mais on va dire en ranked, on améliore nos mécaniques et genre par exemple comment on bouge la voiture, et en scrim on améliore la synergie d'équipe, etc. plutôt. En fait, le match amical il joue 3 contre 3. C'est le format de compétition, etc. Et c'est le seul moyen qu'ils ont de l'entraîner. Donc voilà, comment améliorer ces phases-là. Ensuite, ce que je leur apporte, c'est sur le protocole, d'avant-match, les jours de match, comment faire en sorte qu'on soit performant sur le match. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mettre en place un bon warm-up, faire un briefing, caler dans la journée, que tous les mecs soient un peu synchro et qu'ils fassent un peu ce qu'ils aiment, mais en même temps qu'il y ait une synchro d'équipe. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Là, on avait mis en place un protocole, justement, on vient de l'ajuster parce que ils trouvaient que on s'y retrouvait pas complètement. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi sur les aspects médicaux, par exemple, je pense à Ferry parce qu'il est là, mais on est allé chercher à accélérer les process médicaux, ce qui se fait beaucoup dans le sport, mais dans le e-sport, les mecs ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc des trucs tout cons, hein, là c'est un exemple qu'on peut citer, il doit se faire opérer des dents de sagesse, ça prend des plombes et le rendez-vous est à chaque fois repoussé et tombe pendant les compètes, donc on essaie d'accélérer ça. Et puis les bootcamps, donc essayer de les faire venir en bootcamp pour travailler un peu l'esprit d'équipe, et que les mecs se voient en physique. Enfin, moi, ça compte beaucoup pour moi. Je sais qu'eux, ils ont un peu plus de mal, mais vu qu'ils sont chacun chez eux sur Rocket League, de construire quelque chose ensemble, ça perturbe un peu leur façon habituelle de jouer parce qu'ils se déplacent, ils sont ici au Stade de France. Et puis pendant ces bootcamps-là, les faire découvrir plein d'aspects, que ce soit de la préparation mentale, de la préparation physique, leur faire découvrir des exercices. On a un préparateur physique ici. Leur donner des billes un petit peu sur la nutrition, etc. Et puis en fait, moi je mets plein de trucs sur la table, et puis s'il y a des trucs qui les intéressent, et qu'ils ont envie de creuser, ils creusent quoi, et ils prennent. Ouais, ils piochent. En fait, t'es une sorte de guide qui met à disposition. Tu leur montres tout ce qu'il est possible, et t'essaies de eux qui s'accaparent les outils que tu leur mets à disposition.
Okay. Et puis on essaie de construire ça ensemble tout simplement. Et puis je suis cool, tu vois, je suis jeune, on est dans le même mood. Ils me disent il y a un truc qui les fait chier, et ça les fait chier. Voilà. Par contre, il y a des trucs sur lesquels j'essaie de pas lâcher parce que pour moi c'est très important que ça progresse. Mais il faut laisser du temps à tout le monde et que on s'y retrouve tous progressivement. Et on n'a pas trop le temps parce qu'il faut qu'on soit quand même champion du monde. Mais il faut que tout le monde le fasse. Avec cette notion de plaisir sur laquelle il a beaucoup insisté Ferry tout à l'heure. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Dans le sport, tu fais du sport parce que tu prends du plaisir et tu kiffes. Dans l'e-sport, c'est pareil. Le fait qu'on soit en équipe et qu'on crée cette émulation à plusieurs, c'est encore plus un gros kiff. Donc, il faut pas perdre cet aspect-là et j'essaie de m'y attacher, ouais. Ah, c'est cool. Et, alors, je rebondis sur des questions qui reviennent très régulièrement. Alors, on n'est pas dans un live Twitch, hein, donc c'est peut-être frustrant pour les spectateurs qui voient pas passer toutes leurs questions. Donc, nous, on les a ici. Beaucoup de questions sur BDS. Donc, connais pas. Vous ne connaissez pas. Donc, des questions vraiment supporters. L'équipe dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est ça. Voilà, le Voldemort. Qui vous demande, voilà, qu'est-ce qui vous manque selon vous pour aller les chercher, voilà, c'est sur quels sont les éléments que vous identifiez. Vous dites, ça c'est voilà, ça c'est c'est quoi, c'est à quel niveau. Enfin, ce que j'aime bien, c'est cette idée de se dire, voilà, on se fixe des objectifs pour progresser. Et la progression, elle est mesurée par rapport aux autres et notamment aux meilleurs. Enfin, donc comment, qu'est-ce que vous voyez encore comme axe de progression? Tu vois, BDS, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'exemple typique de l'équipe qui est dans la hype. Voilà, pas du début, parce que ça fait combien de temps Ferry qui joue ensemble? Ça commence à faire un petit peu, mais ça fait un petit moment, mais ça fait, on va dire, ça fait 5-6 mois qui 5-6 mois donc ils sont vraiment comme ça. On verra ce que ça donne plus tard. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ils ont pris le lead sur la saison par rapport à nous. Donc nous, on recherche, on travaille et on essaie de pas s'endormir sur nos lauriers parce que c'est un peu le piège quand tu es une équipe, une top équipe, de s'endormir un peu sur ce que tu as déjà fait avant. Si on est champion du monde, on oubliera tout. Tu vois, donc on arrive en sous-marin au championnat du monde et c'est eux qui vont prendre les projecteurs et puis on espère reverse le projet BDS. Et à l'inverse, vous regardez un petit peu aussi derrière, en se disant bon bah sur la scène française où voilà, en plus vous avez une équipe, le roster est 100% français. Donc est-ce que des fois vous vous dites bon, il faut qu'on fasse aussi qu'on regarde un petit peu aussi ce qui sort parce que là, voilà, il y a la compétition derrière laquelle on court, mais il y a celle aussi qui peut potentiellement nous rattraper. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles vous avez des veilles. Bon, en général, de toute façon, on joue contre ces équipes-là dans les tournois et en général, on les joue assez tôt parce que c'est les équipes on les qualifie de bubble en fait. C'est des équipes qui sont assez bonnes pour éventuellement être considérées comme fortes, mais pas encore. Elles n'ont pas prouvé encore. Du coup, en général, c'est eux qu'on joue tôt dans les arbres de tournoi. Et en général, il y a toujours, voilà, tous les mois, tous les 2 mois, il y a toujours une équipe comme ça ou deux qui se faufilent et tout le monde se dit, OK, est-ce qu'ils vont être bons ou quoi? Mais en général, c'est ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En général, ces équipes, dès qu'elles font un mauvais résultat, alors, elles s'attendent pas à forcément un très bon résultat. Elles font un bon résultat. Du coup, de leur tête, d'un coup, ils ont fait un top 3, ils se disent, OK, on est top 3. Et après, ils font des moins bonnes performances et ils se disent, putain, là, ce joueur, il a moins bien joué qu'au premier tournoi, il est pas assez constant, on veut changer. Ils changent de joueur, ils font pas un bon résultat, et après, c'est terminé. Et c'est pour ça, il y a énormément d'équipes, mais quand je dis énormément, c'est 95% des équipes Bubble qui font ça. Et du coup, bah, en fait, on regarde derrière, mais souvent, quand il y a une bonne équipe qui pop, on se dit, bon, vas-y, elle a pop, on va voir ce qu'ils vont faire pour les prochains tournois. Et si au bout de 2-3 tournois, on voit que c'est un peu farfelu, qu'ils font des trucs bizarres, bah, on les calcule plus trop parce qu'on sait que de toute façon, il va y avoir un... Écoute, j'utilise le mot que tu as dit. C'est bien. Mais voilà, on sait qu'ils vont disband, qu'il y en a un qui va partir ou quoi que ce soit, donc on fait gaffe. Parfois, voilà, par exemple, là en ce moment, il y a Atlantic Wave qui font des bons résultats, donc on les regarde. On attend de voir s'ils font ça sur plusieurs tournois d'affilée. Là, pour l'instant, ça fait, on va dire, 1 tournoi et demi, 2 tournois qui font des résultats assez corrects.
Voilà, on va regarder encore un peu, on fait gaffe, on se focalise pas sur eux, mais on regarde. Si on voit qu'ils continuent à faire des bons tournois, on les prendra plus au sérieux de manière globale. Parce qu'évidemment, quand on entre dans un tournoi contre eux, on est très sérieux pour les battre, mais on se dira, ok, maintenant, eux, c'est une équipe potentielle qui peuvent nous saouler pour les Worlds ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, en général, on regarde, mais sur le long terme, quoi. Sur le court terme, très souvent, les équipes, elles vont split rapidement. Ouais, tu reviens sur cette question encore une fois de la durabilité, quoi, du projet sur le long terme, quoi. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur cette question de la performance, et c'est pour toi, Victor, encore. Il y a des gens qui se questionnent sur la préparation physique. Est-ce que vous en faites sur la préparation mentale? Notamment, je fais lien avec une autre question sur comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on fait une contre-performance. Est-ce que la préparation mentale c'est utile dans ce cas-là? Tu vois. Et il y a des gens qui parlent aussi des aspects ce que moi j'appellerais soins de récupération ou soins médicaux, comme l'évoquait tout à l'heure Gauthier, sur la kinésithérapie. Est-ce que tous ces dispositifs-là d'accès à la haute performance vous sont accessibles chez Vitality? Si oui, est-ce que vous les utilisez? Parce que c'est encore une différence, hein, on le sait, chez les sportifs de haut niveau, ils ont accès à plein de choses, mais ils les utilisent pas forcément. Qu'est-ce qu'il en est pour toi à titre personnel, Victor? Est-ce que toi, Gauthier, tu les encourages à utiliser ces dispositifs-là? Bref, voilà, des questions autour de ça. Victor? Tu veux, Victor? Vas-y, bon, je peux commencer. Alors oui, ils ne sont disponibles. Ce qui est très bien avec Vitality, c'est que comme c'est une très grosse organisation et qu'ils font les choses vraiment bien, on a vraiment accès à tout ce... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais à la plupart des choses qu'un sportif lambda aurait accès, nous on y a accès aussi. Donc préparateur mental, physique et tout, il y a vraiment de tout chez Vitality. Donc si un jour on se dit on a besoin d'un préparateur mental, ils vont nous préparer ça, etc. Préparation physique, je trouve c'est sympa parce que on fait du sport entre coéquipiers, donc c'est vraiment cool. C'est toujours sympa de faire du sport, et puis comme en général, on va dire, moi par exemple, j'ai été un ancien sportif quand même, mais Ah bon? tu savais pas? J'ai fait 10 ans de tennis. Hein. Je plaisante, je m'embête. J'ai fait 10 ans de tennis, mais bon, j'ai un peu arrêté après parce que je m'étais fait une grosse entorse à la cheville, donc j'ai dû arrêter. Ça, c'est pas vu au ping-pong. La blessure qui brise la carrière du sportif, on le connaît, quoi. Mais non, sinon, je me suis pas dit ce que je disais. Mais ouais, donc préparation physique, c'est plutôt cool. Ça build un peu une synergie. C'est sympa. Est-ce que c'est programmé tous les jours? Comment ça se passe? Vous êtes tous les jours, tu sais que tu as un programme physique à suivre alors, avec le préparateur moi, physique? non. En général, c'est quand on va... C'est Reynald. Ouais. Donc, quand on va au Stade de France, on va dire... on a des horaires pour faire du sport, etc. et avoir une préparation physique. Quand on est chez nous, c'est plus livré à nous-mêmes, pour l'instant en tout cas. Moi, quand je suis chez moi, comme je dis, je fais souvent des étirements ou quoi que ce soit avant les matchs. Je sais pas, je vais pas commencer à taper 30 pompes et 50 abdos, mais je m'étire, je fais des petits trucs et tout, les trucs que je fais avant mes matchs en général quand je sens que, quand j'ai envie de bien jouer, en général c'est des petits trucs que je fais avant. Je mange un truc que j'aime bien, je fais mes étirements, je joue bien avant, etc. Préparation mentale, en vrai, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que ils en ont, Vitality en a à disposition. Pour l'instant, on a décidé de pas trop les utiliser, mais peut-être un jour on les utilisera. Ça peut être bien. On sait pas trop. On a vraiment pas fait de séance encore avec eux, donc on a juste eu une introduction. Mais, pourquoi vous avez pas profiter de ce dispositif qui vous est disponible? Je suis assez curieux de savoir ça. Pourquoi vous voulez pas? Parce que pour l'instant, je sais pas, on n'en ressent pas trop le besoin. En fait, on a bousculé pas mal de trucs assez vite avec Vitality. Quand Gauthier est arrivé, etc., il y a eu beaucoup de changements. Et on préfère faire ça plutôt dans la longueur, quitte à, on se dit, ok, ça marche, ça marche pas, on le prend, on vire, etc., plutôt que de tout balancer d'un coup et de pas trop savoir où on va, etc. Avec l'équipe, on pense plus que c'est intéressant de faire de la longueur et de... Ouais. Voilà, on a testé pas mal de trucs. Pour l'instant, il y a des trucs qu'on n'a pas aimé, qu'on a viré. Il y a des trucs qu'on aime bien, donc on garde. Et là, peut-être dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, j'en sais rien, on testera le préparateur mental. Pour l'instant, moi, personnellement, je ressens pas spécialement le besoin, mes coéquipiers non plus. C'est pour ça que c'est un peu plus loin dans les trucs. Mais... Je prends le relais, mais pour vraiment bien expliquer et que tout le monde comprenne. Du coup, j'ai les Fortnite et les Rocket League. Les Rocket League, ils sont quasiment tout le temps chez eux.
Donc c'est plus compliqué de mettre en place, que ce soit des séances de sport ou de la prépa mentale, etc. Alors que les Fortnite qui viennent très régulièrement au Stade de France, ils ont dans leur planning mardi, jeudi, une séance de sport habituelle qui est programmée. Et du coup, c'est plus facile de suivre un calendrier. Ferry l'a dit, tu vois, la prépa mentale, il y a eu une période de creux là, où on était un peu moins bon. Et je leur ai demandé, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, est-ce que vous voulez qu'on se serve de cette ressource de prépa mentale là, que ce soit de façon individuelle, donc s'il y a un de vous trois qui est chaud, voilà, ou alors de faire en collectif une petite séance de 2 heures pour avoir des tips, des infos, etc. Et ils ont jugé qu'ils en avaient pas envie, donc tu vois, j'impose pas pour dire on travaille avec un préparateur mental, ça fait bien, etc. Donc voilà, je propose et derrière ils piochent, alors que les 2 Fortnite ils ont régulièrement de façon individuelle, ils travaillent avec un prépa mental. Okay. Donc voilà, c'est un peu la manière de fonctionner, parce que voilà, il faut pas les bousculer et faire pour faire, ça servirait strictement à rien. La question elle est venue quand on a commencé à perdre là et qu'on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on perd parce que mentalement on a un blocage contre BDS, mentalement à un moment donné dans la game on se perd, etc. Ou est-ce que c'est juste un truc entre nous, l'équipe, de concentration? Est-ce que vous pensez qu'on peut le fixer juste ensemble, tout simplement en étant plus concentré, plus mature dans notre gameplay, et c'est plus cette partie-là qui est revenue, donc c'est comme ça que les mecs ils ont analysé et qu'on n'a pas pioché là-dedans. Donc pour l'instant, eux, la prépa physique, ça se fait plutôt quand ils viennent ici au stade en bootcamp. On essaie de faire 1 ou 2 séances comme ça, plus en mode découverte, je vais dire, prise d'infos sur ce que ça peut être, comment ça peut aider, etc. Et après, quand ils sont chez eux, c'est plus chaque joueur qui gère comme il le sent. Ok, ouais, c'est hyper intéressant que vous souligniez cette individualisation en fonction des équipes, parce que il y a eu beaucoup de communication sur l'équipe CS aussi, de Vitality bien évidemment, et c'est Mathieu qui s'occupe beaucoup d'eux. Mathieu communique beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, donc on a vu ce qu'il mettait en place, plein de choses comme ça, et je trouve ça hyper intéressant de bien souligner que c'est la même chose que dans le sport. La prépa en natation, c'est pas la même prépa qu'en athlétisme, c'est pas la même prépa qu'en football, et ainsi de suite, et qu'en fonction de, même au sein du football, ce que fait Manchester et ce que font le Barça, c'est pas forcément la même chose, et que voilà, c'est hyper individualisé. Et puis surtout, ce que je leur dis, moi, on a bien compris que c'était pas des athlètes de haut niveau. En fait, la séance de sport, elle apporte un truc en plus, une petite plus-value sur l'hygiène de vie, et comprendre cet aspect-là, que tu peux mieux te sentir dans ta peau, mieux vivre, être en meilleure santé. Mais moi, je m'en tape en fait que les mecs ils savent faire 50 pompes ou pas. C'est pas ça qui va les rendre plus forts sur le jeu. Et il faut pas faire cet amalgame-là de dire voilà, 2 séances de sport, ça va faire que les mecs soient meilleurs. Tu vois, il y a pas cette corrélation directe. C'est sur le bien-être, la santé, etc. que ça va jouer. Et on sait pas encore dans quelle mesure. Après, si je me faisais un peu taquin, je pourrais te dire, certes pour la prépa physique générale, mais sur de la préparation physique avec transfert de compétences, donc sur des chaînes musculaires qui sont les plus sollicitées, et ainsi de suite, sur des temps de réaction, sur justement la dextérité des doigts et ainsi de suite, on peut potentiellement imaginer, de la même manière qu'en escalade, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, qu'au judo, sur les prises de kumikata, on travaille aussi beaucoup sur ces chaînes musculaires-là. On peut imaginer de la prépa physique spécifique, vraiment pour les joueurs Rocket League, tu vois, qui utilisent, je sais pas, vous jouez sur manette, Victor, ou la plupart des gens jouent sur la manette. Donc en fait, au final, quand on joue, ça nous entraîne, avec les doigts. C'est du spécifique. Bah, tu vois, par exemple, en prépa physique, on a des fit light. Je sais pas si ça va vous parler. En gros, c'est ça, c'est un truc qu'on leur a fait. Temps de réaction. Okay, des lumières qui s'allument de plusieurs couleurs, et tu dois venir toucher au plus vite. Donc ça, c'est des trucs qu'on leur fait découvrir aussi au fur et à mesure. Et c'est aussi en construction. Il n'y a pas encore la séance parfaite qui existe pour que tu sais que le mec va progresser dans son jeu grâce à ça, tu vois. Donc on teste, on évolue, on voit comment ça leur plaît. Si au moins ils se challenge un peu en équipe, déjà c'est déjà bénef. Et derrière, après, trouver une prépa physique qui les améliore dans le jeu, là c'est pointu quand même. Ouais. Non, mais de toute façon, on en est qu'au balbutiement. Hein. C'est aussi ça qui ressort quand même pas mal. C'est très exploratoire, quoi. Jérôme, je sais que tu avais une question. Je suis hyper bavard. Vas-y, à toi. Oui, pas de souci. C'est une question. Alors là, je pense clairement pour Victor, parce que Gauthier, t'as pas dû connaître la période des LAN.
Merci de me le rappeler. Je suis là pour ça et j'en ai pas fait encore. Ça va revenir. On va tous être vaccinés, ça va être formidable. Et donc ouais, c'est une question donc plutôt pour Victor. Donc par rapport à la relation avec le public, quand on est en LAN, quand on joue éventuellement à domicile avec un public qui nous soutient. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un souvenir ou alors même si vous êtes on a bien compris là, dans le documentaire qu'on a vu avec Alexandre. D'ailleurs, je le dis parce que je suis avec un public de Normands. Esteban et Alexandre sont deux Normands. La performance, voilà, on a une terre d'élevage de champions. Je me permets. Bon, c'est un petit aparté patriotique. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous partager éventuellement un souvenir de quelque chose par rapport à cette relation avec les fans où justement parfois on va chercher un surplus. Moi, je suis pas du tout un sportif de haut niveau, mais ne serait-ce que quand je cours, je fais mon footing le dimanche matin, quand il y a une grand-mère qui passe dans la rue, je cours un poil plus vite. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui, des fois, a joué à ce niveau-là, tu peux ou dans un autre sens, c'est-à-dire que ça vous a fait perdre, vous avez perdu. Non, bon, ça arrive vraiment. Ça arrive pas, ça nous est pas arrivé. Non, c'est sûr que quand on va en LAN. Il y a 2 points positifs. Déjà, on joue sur place et on voit les gens, donc ça c'est, on voit nos coéquipiers et tout. Mais surtout aussi, on voit tous les supporters qui sont là pour regarder évidemment du bon Rocket League, mais aussi pour nous supporter. Et en général, on a des séances de dédicaces et tout, et c'est super sympa. Même si en général, le Psyonix, du coup, ceux qui gèrent Rocket League, font en sorte qu'on n'ait pas beaucoup de temps à parler à chaque personne parce que sinon, on en a pour 8 ans et on va pas pouvoir signer tout le monde ou parler vite avec tout le monde. C'est toujours super sympa de pouvoir voir les gens. Ils nous disent des mots gentils. Voilà, on est là. Et même si parfois on a l'air d'être un peu fatigué ou de s'en foutre, en fait, on s'en fout pas parce que c'est vraiment cool de pouvoir rencontrer les personnes qui nous suivent. En vrai, on sait que ça leur fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir aussi. Donc non, en vrai, c'est cool. Je dirais que ça peut pas vraiment avoir de mauvais impacts, ça a que du des impacts positifs. Et pendant le jeu, et je veux dire, il n'y a pas des moments où. C'est-à-dire pendant le jeu, quand on est sur. Dans le jeu en partie. Essayer de dépasser. C'est l'adrénaline de jouer à domicile avec les fans qui t'encouragent, un peu comme on a dans le sport, quoi. Le fait de jouer à domicile, quoi. Tu vois. Ouais. Franchement, je dirais plus que je le fais pour l'équipe en elle-même que pour les personnes qui nous suivent. Parce que même si c'est super cool qu'elles nous suivent et ça nous rend fiers d'avoir beaucoup de personnes qui sont derrière nous à chaque fois qu'on gagne ou même qu'on perd des matchs, c'est de base on fait ça pour l'équipe, pour nous. Donc on va dire ça me permet pas je vais pas me dire franchement si on gagne je serais très heureux que tout le monde soit content pour nous. Je le serais, mais c'est pas pour ça que je vais me dépasser plus qu'autre chose. C'est surtout pour gagner, parce que j'ai envie de gagner pour moi, pour mes coéquipiers, pour ça me met pas spécialement de pression. Je sais qu'il y a des gens, ça leur met de la pression parce que s'ils perdent, sur Twitter, il y a des mecs où je sais pas n'importe où, ils vont se faire incendier, ils vont se dire putain, et lui il a été nul à chier pendant ce match, je sais pas, faut qu'il quitte l'équipe ou je sais pas quoi. Alors que ça te met ni pression, mais ça te transcende pas non plus, quoi. C'est ça, voilà, c'est kiff. Mais comme je dis, moi j'aime beaucoup parler avec. En général, moi je laisse en plus mes DM ouverts, donc il y a pas mal de personnes qui m'envoient des messages pour me dire merci, c'est super cool de machin, ou bien joué pour ce tournoi, ou dommage, je vous ferai mieux la prochaine fois. Et en général, je réponds, parfois je réponds pas, mais voilà, j'essaye de parler plus avec les gens. Parce que c'est toujours des trucs cool, je sais qu'ils nous supportent, donc j'essaye de faire mon possible pour répondre. Gauthier, tu voulais rajouter un truc ? Ils sont hermétiques à la pression chez Vital. Ouais, j'ai l'impression, c'est incroyable. Attends, c'est fort, c'est déjà des mots. Je les pose sur la scène et voilà, tu vois. Ouais, putain, c'est beau, mental d'acier. J'attends de voir ça. Victor, j'ai une autre question qui revient souvent dans le chat. C'est cette question, est-ce que tu as un joueur préféré en NA ou en EU ? Moi, ce que je comprends derrière, c'est est-ce que, par exemple, il y a des pépites que tu suis un peu ou des gens qui t'inspirent, des joueurs qui potentiellement tu suis parce que tu dis, waouh, ça, c'est des modèles, ou soit techniquement, soit en termes de performance et ainsi de suite. Et il y a eu une question beaucoup plus spécifique, je dois bien admettre que je suis pas autant que ça la scène Rocket League, sur l'équipe Sandrock Gaming, avec des joueurs et quelqu'un qui demande si c'est potentiellement une équipe qui peut constituer un véritable challenger pour vous chez Vita.
Alors, pour Sandrock Gaming, pas vraiment. D'ailleurs, ils ont essayé de faire un. Pour que tu comprennes mieux, en fait, c'est une équipe d'Arabie Saoudite. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas le droit de jouer les championnats du monde parce que les championnats du monde, pour l'instant, c'est que Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie. Okay. Donc, ils n'ont pas le droit de jouer, mais il y a 2 joueurs surtout très connus là-bas qui s'appellent Ahmad et Okhalid qui y jouent. Et ils ont pu faire quelques apparitions dans certains tournois européens parce que parfois c'est autorisé. Et à chaque fois, ils ont fait des résultats corrects ou quoi que ce soit, mais sans plus. Le problème, c'est que en ce moment, en tout cas, ils font vraiment pas des bons résultats. Ils ont essayé de se qualifier pour la Gamers Assembly. Il me semble qu'ils ont perdu assez tôt dans le bracket, alors que c'est un tournoi avec pas des équipes de très haut niveau. Ouais, après, je pense que s'ils avaient peut-être, ils étaient basés en Europe et du coup, ils pourraient jouer beaucoup plus de tournois. Ça se trouve, ils seraient meilleurs. Mais pour l'instant, tel que la situation allait, je me dis pas, tu sais, ils vont arriver en Europe, je flippe de ouf, quoi. Ils sont pas mauvais, ils peuvent être bons, mais pour l'instant, vraiment, c'est pas du tout notre priorité de faire gaffe à eux parce que, okay. D'ailleurs, ils ont refusé, voilà, pour petite info, ils ont déjà refusé de venir en Europe parce que, je sais plus, il y avait un truc de cours ou je sais pas quoi, et ils sont restés chez eux. Okay. Donc, voilà. Et sinon, joueur préféré, est-ce qui tu suis, qui sont des idoles ou des choses comme ça? Actuellement, j'en ai pas spécialement, je me dis pas, ouais, lui, chez machin et tout. Mais avant, en tout cas, quand je commençais le jeu, j'avais 3 joueurs que j'aimais beaucoup qui, malheureusement, ne jouent plus au jeu actuellement, quasiment. Il y en a un encore, c'est Kuxir97. C'est un joueur italien c'était un peu la légende du jeu au début, et c'est lui qui m'avait poussé à jouer à la Batmobile, pour ceux qui regardent. Et sinon, il y avait Remco et Maestro. Mais alors, Maestro, je pense que, à moins que vous regardiez le jeu en 2016, vous vous rappelez pas qui c'est. C'est pas un joueur Maestro. Ouais, mais c'est pas lui. C'est beau, c'est beau. Putain, t'as une vraie culture, Gauthier, j'aime. Et Remco, il a arrêté il y a 2 ans. Maintenant, il est coach pour Team Liquid. Mais et c'était des joueurs que j'aimais bien regarder, que j'aimais bien un peu m'imprégner de leur gameplay ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, petit conseil que je donne, si jamais vous vous sentez, vous voulez vraiment vous améliorer, n'hésitez pas à télécharger. Il y a plein de sites pour regarder les replays et regarder depuis la vue de la personne comment il joue. Ça peut vraiment beaucoup aider si jamais, par exemple, moi je sais que j'ai déjà eu dans ma carrière, j'ai déjà eu des moments où j'étais, je sais pas, d'un coup je me sentais nul et je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder des joueurs que j'aime bien pour voir à peu près comment ils jouaient, pour me dire, putain, c'est vrai que là je fais plus ça alors que ça marche bien, et du coup j'ai essayé de retranscrire un peu ce qu'il faisait, et puis au final ça marchait plutôt pas mal. Donc voilà, petit tips comme ça. Merci beaucoup, on prend tous les tips. C'est cool. Il y a des gens qui te demandent si tu te considères le meilleur joueur de 1 contre 1 au monde en ce moment, actuellement. En ce moment, non, je fais plus de 1v1. D'ailleurs, plus grand monde fait du 1v1, mais à un moment je l'étais, oui, mais là faudrait que je m'y remette un petit peu. Faudrait que je m'y remette pas mal pour peut-être redevenir le numéro 1. Mais pour l'instant, là, tout de suite maintenant, je me. Reste en 3v3 pour l'instant, reste en 3v3. Ouais, voilà. Pour l'instant, je me considère comme toujours un bon joueur de 1v1, mais pas comme le numéro 1. Ok. Il y a encore pas mal de questions, je vais essayer de les sélectionner. Oui, il y a beaucoup de questions sur les. Il y a beaucoup de questions. Alors on essaiera de en reprendre certaines. Après, voilà, si on a le temps, hein, on est un peu désolé. Si toutes vos questions ne passent pas. Alors des fois, voilà, il y a des questions qui sont plus ou moins intéressantes, notamment des questions qui portent sur la dimension de la performance par rapport à la nouvelle coupe de cheveux, voilà, des choses comme ça. Ça fait beaucoup parler de ta coupe de cheveux, hein, Victor, bien sûr. Ouais, c'est ça. Très bien coiffé, comme on peut le voir. Voilà. Non, c'est vrai que je me coiffe pas du tout en plus, mais après, avant j'avais les cheveux longs. On était dit que si on gagnait le championnat du monde, je me les coupais, donc je me suis coupé les cheveux. Et maintenant, je garde les cheveux à peu près courts parce que. C'est pour ça que Gauthier s'est coupé la barbe aussi. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, faut que je le fasse aussi. J'ai complètement oublié. Et voilà, c'est vrai que. Il y a une question intéressante, mine de rien, c'est sur la question, je vous la lis comme ça et je vous dis comment moi je l'interprète. Pensez-vous que l'e-sport à votre niveau, donc c'est-à-dire au niveau de l'élite,
au fil du temps, va devenir de moins en moins accessible avec l'augmentation des joueurs et ainsi de suite. Ce que j'entends derrière ça, c'est l'uniformisation du niveau, mais vers le haut, qui tend avec la structuration, la professionnalisation du secteur et notamment de la scène Rocket League, parce que Psyonix met en place des championnats réguliers, professionnalisants et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a une augmentation du niveau. Est-ce que ça constitue finalement un gap de plus en plus inaccessible pour les gens comme moi, qui sont nuls et qui un jour rêveraient de pouvoir participer au RLCS, ou au contraire, cette structuration, cette professionnalisation, elle crée un parcours beaucoup plus limpide pour les gens et qui, avec des étapes, j'ai presque envie de dire des divisions et ainsi de suite. Comment vous voyez ça, à la fois toi, Victor, mais aussi même toi, Gauthier, par rapport à ton expérience, quoi. Bah, moi, je dirais que, en fait, il faut pas être naïf sur l'accession au très haut niveau, devenir pro, etc., notamment pour les très jeunes, parce que il y a peu d'élus pour tous ceux qui s'entraînent, que ce soit sur Rocket League et Fortnite, qui sont des jeux très appréciés par les plus jeunes. Il y en a beaucoup qui vont s'entraîner beaucoup et qui deviendront jamais pro. Et niveau financier et professionnel, il y a que l'élite qui est rémunérée et qui gagne un petit peu d'argent et qui en vit tout simplement. Donc déjà ça c'est ce que moi je constate et ce qui a souligné. Donc il faut avoir conscience de ça, pas forcément lâcher trop vite les études et faire un all-in dans le jeu vidéo. Toujours avoir une petite porte un peu de sortie, et si jamais ça marche, ok, ben joue ton aventure à fond et prends-la à cœur et prends du plaisir. Mais je mets quand même un warning là-dessus, parce que c'est vrai que je sais pas combien de joueurs sont payés en France sur Rocket League, mais ça doit pas excéder une centaine, je pense. À mon avis, franchement, de tête comme ça, je dirais 15 max. Ouais, voilà. Carrément. Il y a, je vous le dis, dernier recensement qu'on a fait avec Francis Sport, il y a 189 joueurs professionnels sur le territoire français, c'est-à-dire qu'ils sont en contrat et qui gagnent de l'argent. Ça veut pas dire qu'ils gagnent sur les 189, ça veut même pas dire qu'ils gagnent tous suffisamment d'argent pour en vivre. C'est-à-dire que souvent, ils ont besoin d'avoir des contrats d'image ou de faire du streaming à côté pour avoir des abonnements et des dons et ainsi de suite. Et c'est pas tous des Français en plus, parce que sur le territoire, t'as des joueurs qui sont pas français. Donc vraiment, on parle d'une poignée, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment à mettre en lumière, tu vois, parce que il y en a beaucoup qui se font des films un petit peu avec l'arrivée de Fortnite et des cash prize monumentales, des 3 millions, des trucs. T'as l'impression que du jour au lendemain, tu vas devenir millionnaire. Faux. Trompe-toi. Enfin, fais attention à ça. En revanche, le fait que ça se professionnalise et que ça se structure, j'ai envie de dire que demain, s'il y a des petites académies qui naissent, etc., dans les grandes structures, ça va protéger de plus en plus les joueurs et les accompagner à faire les choses correctement et justement pas lâcher forcément les études et voilà, et protéger le joueur dans son entièreté. Donc ça, c'est plutôt bénéfique de ce point de vue-là, mais voilà, attention, c'est pas pour tout le monde quand même. Ouais, faut faire gaffe. Victor, vas-y, rebondis, toi. C'est quoi ton regard par rapport à ça? C'est que, en soi, je vais dire un truc, plus on est jeune, en général, plus on a d'espace pour devenir bon au jeu, on va dire, en général. D'ailleurs, ce qu'on voit la plupart du temps, les joueurs qui émergent, c'est des joueurs qui ont 15, 16, 17 ans. C'est rare qu'il y ait, même, je sais même pas si sur Rocket League, c'est vu qu'un mec d'un coup arrive de nulle part, il y a genre 24 ans, 25 ans, ou même plus, ça arrive pas trop. Parce que quand on est jeune, en général, on apprend un peu plus vite, ou on est surtout beaucoup plus hype par le jeu, etc. Et du coup, on est vraiment... on le remarque même pas, mais au final, on apprend très vite et on joue très bien parce que, je sais pas, on est à fond dedans, on a envie de jouer à 10 heures par jour dessus. Mais ouais, faut faire gaffe quand même à côté. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Surtout, il n'y a pas que le niveau, comme j'ai dit. On a beau être très bon, ça veut pas dire qu'on terminera dans une bonne équipe si le mental suit pas, si on n'est pas poli avec des personnes. Il y a des personnes qui ont raté leur carrière parce qu'ils ont insulté un mec en ranked, ils lui ont dit t'es éclaté, casse-toi, machin, en ranked. Du coup, après, il a une mauvaise réputation, personne n'a envie de teamer avec lui. Donc, déjà, c'est révélateur c'est révélateur d'un truc mental, d'un état d'esprit, mais même d'une fragilité, j'ai envie de dire, sur sa confiance en soi, sur son estime de soi et tout ça. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a des joueurs maintenant qui sont pros, je ne citerai pas les noms, mais qui, il y a peu, l'étaient pas, qui étaient très toxiques, que tout le monde détestait. Il y en a, c'est des cas exceptionnels parce qu'ils sont vraiment très très forts et du coup, ils ont réussi à quand même balancer, ils ont essayé de changer un peu, mais tu sais que du coup, derrière, il y a toujours un peu ce côté, t'es pas à l'abri qu'un
un jour il pète un peu un câble et que tu vois il commence à redevenir un peu toxique ou quoi. Mais bon là on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est ça, faut faire gaffe. Voilà, si on adore le jeu vidéo, bah ouais, n'hésitez pas à jouer, hein, évidemment, c'est ça. Mais comme je le dis, partez pas sur un jeu en disant vous allez être pro. Pour moi, c'est voué à l'échec. Vraiment partir sur un jeu en se disant je vais devenir pro, c'est pas possible trop parce qu'on va trop se focus, on va se poser trop de questions, on va trop s'énerver en fait dès qu'on va perdre des games contre des mecs qui sont pas très forts. Donc non, vraiment, le plus important c'est de prendre du plaisir, jouer au jeu que vous aimez, faites comme vous voulez. Et si un jour vous sentez qu'il y a une opportunité et que vous voyez qu'il y a éventuellement vous pouvez peut-être devenir pro, bah vous pouvez essayer, ça vous coûte rien quoi. Mais partez pas en vous disant vas-y demain je vais être pro sur Counter-Strike ou je sais pas quoi parce que vous vous êtes dit vas-y je vais être pro. C'est vraiment juste on joue et dès qu'on a un bon niveau on peut se dire ok vas-y, mais sinon pas avant. Avant c'est commencé trop tôt. Peut-être rebondir juste là-dessus pour vite fait pour mettre le parallèle. En fait, ce qui donne l'impression aux joueurs que c'est ultra accessible, c'est que voilà, par rapport à dans le sport, en 2-3 ans, tu peux devenir joueur pro. Donc l'accession elle est ultra rapide comparé à dans le sport où il te faudra 15-20 ans pour monter à très haut niveau. En revanche, la descente elle est aussi radicale que la montée. Ça peut aller très vite en 6 mois depuis être joueur pro, alors que dans le sport quand même quand tu as atteint un certain niveau, tu as une stabilité normalement à part la blessure qui te garantit un peu que voilà tu pourras garder ça pendant longtemps. Donc voilà, l'e-sport ça va grosso modo 5-6 fois plus vite que le sport. Que ce soit en termes d'accession, en termes de tout, c'est un milieu qui avance à une vitesse. Mais je nuancerai un petit peu ce que tu dis, parce que quand même, et Victor l'a bien rappelé au début, hein, c'est quand même, il y a un point commun à tous ces e-sportifs d'élite, et ces e-sportifs d'élite d'ailleurs, c'est qu'ils ont commencé le jeu vidéo très très jeune. Comme les sportifs d'élite ont commencé le sport très très jeune. C'est-à-dire, ok, tu démarres le jeu Rocket League tard, parce que le jeu vient juste de sortir. Mais avant, tu as une culture jeu vidéo. Enfin, Victor, tu l'as dit, tu l'as tout de suite dit, hein, c'est que t'as joué très très jeune aux jeux vidéo. Et moi, je le remarque pour parler quand même avec beaucoup de joueurs de très haut niveau, c'est toutes et tous, sans exception, ils ont démarré à jouer très rapidement avant l'âge de 5 ans. Souvent parce qu'il y a un papa, un grand frère, un cousin, un ami qui les a initiés aux jeux vidéo, mais c'est des gens qui ont tous commencé hyper tôt. Tout comme dans le sport, quoi. Et donc ça, c'est peut-être, à mon avis, quelque chose qu'il faut bien souligner, quoi. C'est vrai, c'est vrai que t'as raison d'ajuster parce que c'est très vrai, Et vraiment ce fait, enfin le bien souligner qu'il y a peu d'élus, ça c'est hyper important. Hein, c'est vraiment, c'est pour atteindre l'excellence comme c'est le cas là pour vous deux, que ce soit dans vos activités respectives, dans le canoë ou pour Victor sur Rocket League, c'est des cas exceptionnels quoi. Encore une fois quoi. Et 189, tu m'as appris. Ouais, 189, c'est rien du tout. Et voilà, donc c'est juste aussi sur cette question de l'âge pour atteindre le pic, là ce que tu disais Victor qui était hyper intéressant, c'est-à-dire que les jeunes joueurs qui sont hyper talentueux, tu remarques qu'ils sont jeunes, mais c'est une bonne façon aussi de dire on sait les bons joueurs. Enfin, je veux dire, ça se sait assez rapidement. Ça veut dire que si à 22 ans, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui dit que tu avais tué son rêve parce qu'il a 22 ans et qu'il pourrait plus y arriver, mais si à 22 ans, vous avez toujours pas été approché et qu'on parle pas de vous dans le milieu au plus haut niveau et ainsi de suite, ne vous faites plus d'illusions, c'est sûr. Je veux dire, ça se sait. Même si on en est qu'au début des outils de détection dans l'e-sport, un bon joueur, ça se repère vite. Ziwoo, chez Vita, hein, sur CS, je veux dire, il avait 15 ans, tout le monde savait, il n'y avait pas à chercher. Voilà, donc ça se sait aussi très rapidement. Faut pas que oui. Mais c'est là où ça se distingue. Enfin, faut pas que les gens mettent au feu leur console et leur PC, parce que enfin, il y a aussi tout le milieu amateur qui va aussi émerger et que on peut aussi prendre aussi du plaisir à son niveau. C'est-à-dire que voilà, il y a toutes ces tous ces niveaux-là où on peut s'épanouir, vivre sa passion et aussi avoir ses victoires. Hein, Bien sûr, donc ça c'est l'une des dérives de l'e-sport, c'est qu'on met souvent en avant les cash prizes et le côté professionnel, alors qu'il y a toute la base de la pyramide et il y a aussi toutes ces histoires. Enfin, on retrouve aussi ces victoires, ces histoires humaines avec tout ce qui a été dit ici. Alors j'ai une petite question. Alors moi, d'ailleurs, au passage, mon objectif, ça serait de toucher la balle à Rocket League. D'arriver un jour à chaque fois que je joue, moi, je joue à l'envers, la balle. Bon.
À l'engagement, Jérôme, à l'engagement, c'est le meilleur moment où tu peux avoir. Je peux pas la rater. C'est déjà bien, t'essayes de jouer déjà. Ouais, je suis joueur quand même, je teste. Et puis par contre à regarder c'est super. Je trouve que c'est un des jeux les plus visuels. C'est pour ça que c'est un jeu qui va monter et qui s'arrêtera pas, je pense, tôt, parce que dans les jeux très connus, League of Legends par exemple, c'est un jeu pas spécialement violent, mais on comprend rien. Si on joue pas au jeu, vas-y, va essayer de comprendre ce qui se passe. FIFA à la limite, ok, c'est un des seuls jeux qui est comme ça. Street Fighter aussi à peu près, mais les autres jeux CSGO, t'as terroriste contre anti-terroriste, donc vas-y, va passer ça à la télé. T'as plein d'autres jeux comme ça qui sont très violents, Call of Duty, etc. Rocket League, c'est vraiment facile à comprendre. Enfin, à comprendre en tout cas, en gros, quoi. Voilà, il y a 3 voitures d'un côté, 3 de l'autre, il y a un but, c'est du foot, quoi. Et puis c'est sympa, ça. Enfin, oui, alors j'ai une petite question sur les joueuses Rocket League. Est-ce que au plus haut niveau, il y en a qui sont un peu sur la scène Très peu. Très peu. Il y a eu une pro Rocket League qui était en Amérique, qui a fait des bons résultats. En vrai, elle avait terminé, si je dis pas de bêtises, dans le top 6 ou 8 mondial vers le début du jeu. Est-ce que tu peux nous dire son pseudo et son nom pour juste la visibiliser? Karma, et c'était... je connais pas son nom et prénom par contre. Mais elle s'appelait Karma. Pseudo, Karma. Ouais. Karma, je pense qu'il y en a qui les connaissent. Mais en France, je connais aucune joueuse Super Sonic Legends, en tout cas, que je me rappelle. Pourtant, je connais beaucoup de joueurs. Hein. Je fais quand même gaffe quand je joue en raquette et tout, mais dans ma tête, je connais. S'il y en a une, je sais plus de quel pays elle vient, je me rappelle plus trop de son pseudo, mais elle était au Twitch Rivals il y a pas longtemps. Elle a été, je pense, elle a été dans le top 300, 400, mais sinon, je connais vraiment très personne quasiment. Bon, après, c'est un ballon et des voitures, donc c'est vrai qu'on est dans un univers. Bah, je sais pas, mais ouais, non, c'est vrai que j'en ai pas connu beaucoup. C'est plus qui? Jamie Bigford, c'est ça? Comment? Jamie Bigford, c'était pas ça son vrai nom à je Karma? Je crois pas. Peut-être. Karma, peut-être. Ouais. De toute façon, j'essaie de retrouver, c'est pour ça. Jamie Bigford. Bigford, c'est ça son nom de famille. Et sinon, alors, je vois l'heure qui tourne en fait. Alors, et puis, j'ai l'alarme qui se déclenche moi dans le bâtiment dans lequel je suis. Il y a un moment, il faudrait que je c'est bon parte. Donc, on s'excuse toujours. Hein, on privilégie les questions qui vous sont vraiment destinées. Plus qu'on a quelques questions, c'est sympa et qui nous sont adressées à Nico et moi, mais voilà, on privilégie plutôt les questions pour vous. Donc, il y a une petite question là qui arrive par rapport à certaines affaires de dopage dans l'e-sport. Voilà, il y a toujours des histoires. Est-ce qu'il y a eu des exemples à Rocket League? Rocket League, pas que je sache, en tout cas, il n'y en a pas eu. Mais j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur le dopage en e-sport et je ne savais pas du tout qu'il y en avait autant. J'étais choqué parce que moi, je ne suis pas spécialement trop aux autres scènes, je suis un petit peu quand même. Par exemple, quand Vitality joue sur un autre jeu, en général, j'aime bien suivre. Mais c'est vrai que je suis pas trop aux autres scènes et j'ai été super surpris de voir qu'il y avait autant d'histoires de dopage sur Call of Duty, sur d'autres jeux. Sur Rocket League, en tout cas, moi, de ma connaissance, je connais personne qui se dope. À part Kate voilà. Dope. C'est terrible. Non, 20h15 là, c'est pas bon. Non, là, franchement, c'est compliqué. Les cas de dopage, on les a que sur les scènes de jeux de tir, en tout cas les témoignages. Ouais, voilà, c'est plus dur. En fait, on s'est posé la question, je l'aurais posé il y a pas longtemps non plus. La question, je leur dis, mais en fait, c'est compliqué sur Rocket League. En fait, tu pourrais juste tricher sur le boost, c'est ce qu'il m'expliquait, mais ça se verrait très facilement. Et c'est beaucoup sur les jeux de tir, par exemple sur Fortnite, nous. On se pose beaucoup la question. Il y a du dopage mécanique aussi, des claviers, des trucs. Déjà, les règles sont parfois floues de la part de l'organisateur, etc. Et derrière, c'est difficile de contrôler tous les joueurs, notamment quand c'est en ligne. Et en plus, ils engagent pas leur santé. Contrairement dans le sport, déjà, les mecs le font, ils engagent leur santé, ils le font quand même. Là, t'engages pas ta santé. Et c'est vrai que j'ai vu aussi 2-3 reportages. Oui, mais après, t'as le dopage cognitif. Hein. C'était ça, je pense, la première question. C'était lié au dopage cognitif, donc la prise de méthamphétamine et l'adérol ou la Ritaline en France. Donc là, pour le coup, c'est des enjeux de santé publique au lieu en plus des enjeux d'intégrité sportive. Et il y avait des gens qui demandaient qu'est-ce qu'on considère comme dopage. Juste
il y a 3 critères pour que ce soit considéré comme un produit dopant. Hein. Un produit dopant, c'est dans un premier temps un produit qui améliore les performances. Dans un deuxième temps, c'est un produit qui est néfaste pour la santé. Et plutôt dans un troisième temps, c'est un produit qui nuit à l'intégrité sportive et à l'esprit sportif. Donc derrière ça, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Et pour qu'un produit soit considéré comme dopant, il faut qu'il ait ces deux de ces 3 caractéristiques et ainsi de suite. Mais on parle le dopage mécanique, c'est vraiment la triche. Effectivement, ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui les organisateurs d'événements, les éditeurs essaient vraiment de lutter, parce que c'est quelque chose où on sait très bien que ça a un impact direct sur la compétition. Je veux dire, voilà, t'as une aide à la visée sur un jeu de tir, tu peux voir à travers les murs, ou tu peux faire du boost en plus sur Rocket League. On sait que ça a un impact. La difficulté aujourd'hui, c'est que les organisateurs d'événements, ils manquent de recul pour savoir si le fait de prendre des méthamphétamines, ça a un impact sur ta performance. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on a quand même des travaux de recherche qui montrent très bien que ça a un réel impact, hein, même plus que l'EPO dans le cyclisme. Hein. Prendre des méthamphétamines aux échecs, ça a plus d'impact que prendre de l'EPO dans le cyclisme, quand même, qu'on se le dise. Hein, c'est quand même hyper impactant. Mais bon, donc c'est pour ça qu'il y a encore peu de choses qui sont faites. Mais c'est vrai que, comme le disait Victor, en tout cas, à ma connaissance, moi, j'ai eu beaucoup vent de témoignages de dopage cognitif, donc de prise de méthamphétamine sur les scènes de jeux de tir. Et c'est que les scènes de jeux de tir d'ailleurs, mais qui s'explique aussi parce que les scènes de jeux de tir sont souvent américaines pour la plupart, notamment la scène Call of, et aux États-Unis, il y a un rapport à la prise de méthamphétamine et de produits stimulants qui est différente que en Europe et à travers d'autres pays du monde, quoi. Ça s'explique aussi comme ça, quoi. Et des régulations qui sont différentes. Bref, pardon. J'ai une question pour toi, Victor, et ça, elle est très personnelle, je t'avoue. Vous faites partie des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure équipe du monde. Le CIO organise les Intel World Open, enfin Intel organise pour le compte du CIO les Intel World Open en amont des Jeux Olympiques de Tokyo. Enfin, c'est ce qui était prévu. On a peu de nouvelles sur ce qui va se passer cette année. Est-ce que c'est maintenu? Très honnêtement, j'arrive pas. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah ok, tu réponds plus ou moins à la question. Vous non plus, vous n'en avez pas. Mais est-ce que ça c'est hypant pour toi de représenter potentiellement plus que Vitality? Là, c'est représenter la France et potentiellement gagner un titre pseudo-olympique. C'est un truc qui franchement, nous ça nous avait chauffé de ouf quand on a entendu ça. C'était comme on dit, moi je joue pour gagner. Il y a du cash prize, donc il y a pas mal de personnes qui jouent pour l'argent et pour gagner. Il y en a qui jouent juste pour gagner, il y en a qui jouent juste pour l'argent, il y a tout le monde qui joue pour ça. Là, franchement, c'est quand même un truc assez spécial, les Jeux Olympiques. C'est vraiment, on va dire, un achievement, quoi. C'est vraiment, par exemple, les championnats du monde, c'en est un. Les Olympiques, pour moi, c'est à peu près au même niveau. Si on devait y aller pour représenter la France et tout, etc., c'était vraiment pour y gagner, parce que je sais qu'il y avait quand même un gros cash prize et qu'il y avait pas mal de mecs qui disaient, ouais, c'est quand même énorme pour ça, mais franchement, ça aurait été juste pour la gloire de l'avoir, quoi. Ça aurait été incroyable. Surtout qu'en plus, c'est un peu dommage plutôt, parce que on était vraiment à notre prime quand il y a eu le truc. Franchement, c'était quasiment sûr qu'on allait y aller avec Alpha et Kidop, et au final, ça s'est pas fait. Donc on était un peu dégoûtés. Maintenant, la concurrence va être plus difficile. Maintenant qu'il y a BDS et même quelques autres équipes françaises qui sont pas mauvaises, mais oui, mais le titre n'en sera que meilleur. C'est ça. Le titre, c'est ça. Ce sera plus difficile de l'avoir, mais le titre, on ne sera que meilleur. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu. On était un peu déçus quand ils ont annoncé qu'ils allaient le repousser. Mais ouais, non, vraiment, c'est clairement pour moi, c'est le deuxième truc après les championnats du monde, même au même niveau, quoi. Ouais, c'est cool. Et toi, Gauthier, de ton côté, retourner au JO, mais côté Rocket League, ça te ferait quoi? Ah bah moi, ça me ferait une belle revanche sur ceux qui m'ont dégagé du programme. Ouais. Donc, je serais ravi de gagner ça avec eux. Et je leur avais posé la question aussi, c'est vrai, parce que avant d'arriver chez Vita, tu vois, moi j'avais beaucoup d'échos comme quoi les sportifs en avaient strictement rien à faire d'être représentés au JO, etc., que le e-sport avait pas besoin des jeux pour exister, en tout cas, voilà. Et finalement, eux, ils m'ont dit non, on est ultra hype d'y aller et ce serait trop bien, tu vois. Donc écoute, moi je suis chaud pour y retourner. Hein. Ouais, moi je suis chaud pour que vous y alliez, les gars. Non, mais ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que ce discours qui tend à dire que c'est les JO qui ont besoin de l'e-sport et que tout le monde s'en fout dans l'e-sport d'aller au JO, c'est que je l'entends. Mais quand tu poses la question aux joueurs, aux commentateurs et ainsi de suite, dès que tu leur dis, mais imagine quand même, on t'envoie au JO et tous les mecs qui te disent, ouais, nous on s'en fout, on en a rien à foutre, à ce moment-là ils disent, ah ouais, mais quand même j'irais bien, quoi. Et en fait, bien évidemment, t'as envie d'y aller, quoi. J'ai énormément d'avis là-dessus et tout, mais
Après, pour l'amour du sport et l'amour de la gloire, autant allier les deux milieux et faire un truc qui claque et puis... Putain, mais t'imagines, tu reviens avec la breloque, avec les anneaux olympiques, c'est quand même assez ouf, quoi. Bon, bien évidemment. Clairement. 21h19, ouais, le temps qui passe. On a largement débordé. Je vais avoir la sécurité qui va être obligée de venir me sortir du Jérôme bâtiment. qui va se faire swatter en plein direct. Voilà. Le swatting de Jérôme. Et donc, merci à vous deux vraiment pour nous avoir permis d'avoir cet échange. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet, voilà, toujours pareil. Hein, plus on parle d'e-sport, plus on casse des mythes, plus justement on construit quelque chose qui amène à placer un peu plus justement cette pratique. Et là, notamment, c'était sur toute la pratique professionnelle. Vous avez dit vraiment des choses qui étaient vraiment très, très utiles à partager. On pourrait rester parler, évidemment, longtemps. Mais voilà, on va vous laisser vraiment. Voilà, vous avez plein d'applaudissements. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'applaudissements ou de larmes. Voilà, les gens sont tous là en train d'applaudir. Voilà. Et puis, très bon courage à vous. Hein, c'est pareil. Moi, je pense qu'en plus, Rocket League, c'est vraiment un jeu qui a vraiment beaucoup de qualité. Donc, en termes de en termes de compatibilité, notamment avec tout un volet de la société qui aura du mal à accueillir CS:GO ou même les versus fighting qui sont un peu plus durs. Donc merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Pareil, merci beaucoup de ta disponibilité. Et derrière, c'est pareil, on en profite pour remercier, parce que ça fait toujours du bien en ces périodes, mais de remercier aussi beaucoup Julien Legal, qui a été à l'origine qui est pas présent, qui est très actif sur l'université, à la bibliothèque Sciences Taps, qui fait une veille incroyable sur tout ce qui se passe au niveau de la recherche universitaire sur l'e-sport, et aussi à Elsa du service culture et également à Mathis qui nous a fait une soirée sans bug, tout a bien fonctionné. Donc merci, et aussi je finis par eux, à tous les participants. Et pour leur intérêt et leur très très bel état d'esprit, parce que c'est quand même aussi intéressant de le souligner. On n'avait pas de troll, il n'y avait pas de commentaires toxiques, donc c'est bon aussi d'entendre ça. Donc au plaisir de vous recroiser toutes et tous, hein, et donc merci pour cette soirée. Merci beaucoup pour l'accueil ici. Merci pour les questions, le chat, merci pour tout, pour le partage. Voilà, c'était bénéf à tout le monde. Ouais, je suis sûr que ça a été hyper utile pour tout le monde. Vraiment, vos témoignages, ils étaient hyper riches. C'était vraiment cool, quoi. Merci à vous, les gars. Merci et bon courage, et bonne chance pour toutes les prochaines compétitions. Lundi prochain. Pour nous. Et après le Régional 3. On va suivre ça. Merci. Allez, merci à tous. Bonne soirée, en tout cas. Merci, bonne soirée. Bye.